Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast La culture pour apporter en prolongation. En prolongation, pourquoi? Parce qu'on va aller un peu plus loin dans les sujets. Vous me suivez peut-être dans l'émission radiophonique sur les ondes du Flow 96.5 ou pas, mais si vous avez déjà entendu certaines entrevues, parfois on va aller un peu plus loin avec les gens en les amenant dans ce merveilleux studio. Sinon, vous allez découvrir des gens ici et on va s'amuser beaucoup avec ces gens-là. Donc, je vous invite à découvrir ce merveilleux podcast. Bonne écoute! Aujourd'hui, ma première invitée, Marie-Pierre Mercier, agente aux communications dans toutes sortes d'événements. On va apprendre à découvrir la personne derrière son travail et on va aller fouiller dans son travail, savoir qu'est-ce que ça fait une agente aux communications. Marie-Pierre Mercier, allô? Salut Hugo! Merci de prendre le temps aujourd'hui. Merci d'être là, de venir t'asseoir avec moi. J'avais envie de montrer aux gens un peu des personnes influentes dans le domaine artistique de notre région. Savoir qui travaille derrière, c'est qui les humains en arrière de tous ces événements-là et comment ça fonctionne. Hein? Parce que tu le sais, tu me connais un petit peu, j'aime ça aller gratter, aller avoir quelques secrets, donc on va y aller tantôt. J'ai envie que tu me parles, la jeune Marie-Pierre Mercier, toute petite, t'étais quel genre d'enfant? T'étais comment quand t'étais jeune? Hey, mon Dieu, on recule dans le temps. D'abord, j'aimerais quand même dire que je suis originaire de la région du centre du Québec. Donc, moi, j'ai grandi dans un petit village, là, entre Sorel puis Nicolette, là, près du lac Saint-Pierre. Plus jeune, j'ai toujours été une enfant quand même très sociable, mais aussi très analytique. Tu sais, j'étais vraiment du type à analyser mon environnement, analyser les gens, tu sais, avant de faire ce que j'appelle mon entrée en scène, là. OK. Mais vraiment, puis très curieuse aussi, là, tu sais, très jeune, j'ai eu l'élan de voyager, j'ai saisi des opportunités, des projets spéciaux au niveau scolaire, tu sais, qui m'ont amené à aller en Californie, à aller en Europe. Donc vraiment une curiosité. Puis tu sais, quand j'y repense, je pense que le fil conducteur de tout ça, c'est mon intérêt sans fin pour l'être humain, en fait. C'est ça, là, déjà jeune, tu t'intéressais à comment je mets l'humain en valeur, comment j'entre en communication avec l'humain. Fait exact. C'est pas fou que tu sois dans les communications aujourd'hui. À l'école, t'étais comment? T'étais-tu une petite bolle? T'étais-tu... Dans la moyenne plus, je dirais. Puis tu sais, au niveau primaire, là, je pense que j'étais une enfant parmi tant d'autres, là. Puis au secondaire, est venu un petit côté un peu plus givré, là, tu sais, où j'ai eu envie d'essayer des choses. J'avais un petit croustillant un peu, là. Tu sais, en même temps, c'était la bonne période, je dirais, pour peut-être faire quelques mauvais coups, puis tester les limites parentales, puis tout ça. Mais voilà. Donc, puis au final, je pense que c'est encore une fois un peu le goût de l'aventure ou la curiosité de voir certaines choses. Ouais. Puis tu disais que quand tu étais jeune, tu analysais beaucoup avant d'aller vers l'autre. Est-ce que, rendu à l'adolescence, c'était encore ça ou tu avais vraiment une facilité à aller chercher des amis? Je suis restée, puis je considère que je suis encore quand même une analytique, tu sais, dans une moindre mesure maintenant, parce que, bon, l'expérience de la vie fait qu'on saisit plus rapidement l'environnement dans lequel on est. Mais non, au secondaire, j'étais encore, tu sais, j'attendais de stabiliser un peu mon environnement, je dirais, là, tu sais, avant de vraiment fleurir puis de laisser, de créer des liens là, d'amitié et tout ça. Là. Ouais. Puis à la maison, ça allait bien. Tu sais, des fois, là, en fait, tu es dans l'artistique, les grandes fêtes TELUS et d'autres projets qu'on parlera tantôt, mais des fois, les jeunes, on a tendance à faire des spectacles puis à être très artistique. Est-ce que ça a poursuivi plus tard ou c'est resté dans la jeunesse, ça, pour toi? Ça s'est calmé, je dirais, en vieillissant, mais tu sais, jeune, puis c'est drôle, je parlais avec ma fille, là, tu sais, avec les appareils, les téléphones mobiles, maintenant, les enfants, ils sont plus dans une tête de faire des vlogs, beaucoup, là, tu sais, ils vont se filmer, raconter un peu leur journée, puis moi, je racontais à ma fille que quand j'étais jeune, nous, on faisait semblant d'enregistrer des émissions de radio. On avait les fameux tapes cassettes avec le record. Puis là, on s'enregistrait avec mon frère. Puis là, on faisait des simulations d'animation d'émissions de radio. En vieillissant, je suis quand même restée active au niveau du spectacle. Là. Je me souviens, entre autres, avec la Maison des Jeunes, qui avait des initiatives de financement où on montait vraiment des spectacles. Puis en vieillissant, là, je me suis mis à accompagner ces jeunes-là
qui préparait le spectacle de financement. Tu sais, c'était un mix variété. Dans le fond, là, il y avait du théâtre, de la danse, de la musique, plein de choses. Puis au secondaire, ben, on dirait que je suis tombée un peu de l'autre côté. J'ai consommé beaucoup de culture, mais j'ai été moins au cœur de la création comme telle. Ça s'est transformé au fil du temps. Oui, fait que tu as accompagné, tu es allé déjà de l'autre côté, aller voir, aller tenter le terrain vers où tu t'en allais éventuellement. Exactement. Jeune adulte, évidemment, arrive l'âge où on commence à travailler. Hein? Oui. Ça a été quoi tes premiers travails? Mon premier, bien, outre le gardiennage, là, dans notre temps, c'était 2 $ de l'heure. On se mettait pas riche avec ça. Mais assez rapidement, j'avais une amie d'enfance dont ses parents avaient un restaurant qui fonctionnait très, très bien dans mon village. Là. Il y avait même des gens qui arrivaient de la grande ville, là, de Montréal, de partout pour venir manger dans ce restaurant-là. Donc, j'ai vraiment fait mes classes en restauration là, pendant les 10 premières années de ma vie de fin d'adolescence, jeune adulte, je dirais, partant de la plonge, aller jusqu'au service. Fait que c'est sûr que là, c'est tout l'aspect, je pense, du service à la clientèle, toujours en relation avec l'humain, qui a continué à grandir, là, puis qui a été une excellente école, en fait. Fait que tu as tout le temps gardé le lien avec la clientèle. Ça te prenait un lien, même si tu étais en arrière, tu allais rechercher un petit élément de... Absolument. Puis j'oserais même dire, en y repensant, c'est drôle, on dirait que je prends conscience de plein de choses que je n'ai pas nécessairement pris le temps de réfléchir dans ma vie. Tu sais, la restauration, c'est un milieu extrêmement stressant. T'sais, on est vraiment sous pression. Il y a des bouts tranquilles, mais il y a des bouts de grande effervescence. Fait qu'au niveau du travail d'équipe, tu sais, quand on est tous sous pression, là, la façon de gérer le stress, c'est propre à chacun. Fait que ça a été une bonne école aussi pour ça, tu sais, de se dire, oui, on peut être très stressé, mais il y a comme une base qu'il faut quand même garder dans le respect des collègues, dans la façon de travailler en équipe aussi, parce que la restauration, c'est ça beaucoup. Fait que je trouve que ça me sert encore aujourd'hui. Puis dans tes événements en communication, quand tu es sur le terrain, des fois, tu retrouves, j'imagine, le même stress que tu avais en restauration. Absolument, le même sentiment d'urgence, là. Oui, c'est ça. Absolument. Par la suite, c'est quoi les autres travails un petit peu plus professionnels là, qui t'ont peut-être aligné vers ton métier? Bien, en fait, ensuite, au niveau cégep, là, je suis sortie de mon centre du Québec. Je suis venue étudier à Matane. J'ai fait une technique en tourisme. Donc, ça, c'était vraiment conduit par ma curiosité qui continuait, là, tu sais, mon goût de voyager, d'explorer, de faire des rencontres humaines aussi. Puis notre premier cours en tourisme, notre professeur Alain nous a tout de suite cassé ça en disant « Si vous êtes venu en tourisme pour voyager, détrompez-vous, c'est pas ça que vous allez faire en faisant le DEC. Vous allez contribuer à l'expérience touristique du Québec. Tu sais, vous allez accueillir les touristes, mais ceux qui voyagent par rapport à ça sont quand même une minorité de chanceux. Il n'y a pas beaucoup d'élus, tu sais. Mais malgré tout, j'ai choisi de continuer. Puis c'est là que j'ai découvert tout l'aspect de l'événementiel, justement, que je connaissais moins. J'ai exploré davantage le marketing, les communications. Fait que c'est là que mon champ d'intérêt s'est vraiment précisé, là. Est-ce que tu as pris le temps quand même dans cette période-là de faire quelques voyages? Ou Oui, c'est entre autres à ce moment-là que j'ai fait un échange étudiant là, au niveau du DEC. En France, l'équivalent, c'est un BTS en tourisme qui appelle un brevet de technique supérieure. Fait que j'ai fait un échange, donc je suis allée passer une session complète à Grenoble. Puis évidemment, l'Europe, ben, tout est proche. Hein? Fait que ça nous a permis, la fin de semaine, on partait, on est allé en Espagne, on s'est promené dans différentes villes de France aussi. Fait que ça a été le début d'une aventure où mes collègues qui étaient avec moi ont reconnu ma grande force à tisser des liens, à être curieuse. Puis tu sais, si on recule d'il y a 20 ans, la situation d'immigration au Québec n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Fait que, tu sais, à Matane, là, ça restait quand même assez inusité là, d'avoir des relations avec des gens de l'extérieur, d'un autre pays. Fait que ça a été toute une ouverture sur le monde pour moi, tu sais, de rencontrer des gens d'origine musulmane, des gens de l'Afrique. Donc, ça a continué à grandir, cet intérêt-là. Puis là, à quel moment, c'est quoi le moment où tu t'es dit, c'est vraiment ce métier-là que je vais aller, c'est vraiment vers les communications, agente aux communications. C'est quoi le terme exact? Bien, agente aux relations. Moi, je travaille beaucoup en relations de presse, en fait. J'ai eu mon entreprise aussi pendant quelques années. Mais le profil s'est précisé, je dirais, dans notre parcours au DEC en tourisme, on rencontrait beaucoup de professionnels dans leur champ d'expertise respectif.
Et il y avait une femme qui était déléguée commerciale dans une organisation qui s'appelle le Québec maritime. Cette personne-là, qui s'appelle Nathalie Blouin, est d'ailleurs devenue une grande mentor pour moi des années plus tard, mais qui était venue nous présenter le rôle du Québec maritime dans la commercialisation à l'international. Puis dans cette organisation-là, de représentation de tout l'Est du Québec à l'international, il y avait un aspect de relation de presse, donc de relation avec les médias, de communication et de promotion. Fait que ça a été là vraiment le déclic. Là. J'ai une professeure qui m'a encore dit récemment qu'elle se souvient encore du jour où Nathalie est venue en classe nous parler de son travail puis de l'organisation. Puis quand ça a terminé, je suis allée voir ma prof et j'ai fait « Moi, là, c'est ça que je veux faire. » Ah oui, hein? OK. Fait que, tu sais, il ne faut pas sous-estimer les interactions humaines où ça peut nous mener, là, vraiment. Ouais. Et là, par la suite, après ce déclic-là, il se passe quoi? C'est quoi le parcours là, pour arriver vraiment à faire ça? Là, dans le fond, je terminais avec un stage dans mon parcours d'études. Fait que tout de suite, j'ai envoyé une proposition au Québec maritime, justement. Et ça tombait à point parce que la personne qui faisait les relations de presse partait en congé de maternité. Donc, ça a été ma petite porte d'entrée. Donc, ça m'a menée à Rimouski. C'est là que je suis revenue vraiment m'installer à Rimouski. Donc, mine de rien, c'était en 2003-2004 à peu près. Ça commence à faire quelques années. Puis quand je suis venue à Rimouski m'installer, rapidement, j'ai senti le besoin de poursuivre un peu mon parcours académique là, au niveau universitaire. Fait que là, je suis allée faire plusieurs cours à l'UQAR là, en marketing, administration marketing. Puis étant curieuse de nature, je me suis beaucoup auto-formée aussi. J'ai beaucoup lu, je me suis entourée des bonnes personnes pour évoluer dans cette profession-là. Ouais. Tu disais tantôt, tu as même eu ton entreprise à toi. Comment ça a été, cette aventure-là? Ça a été une grande aventure. Ça a été une grande aventure que je poursuis encore. Maintenant, j'ai un emploi à temps plein à la ruche, mais je continue quand même. Je garde mes projets bonbons, comme j'aime les appeler, là, au niveau des communications. Ma plus grande découverte dans mes 2 années à mon compte, ça a été le milieu culturel, en fait. Parce qu'en tourisme, il y a un sous-volet culture quand même. La culture fait partie du tourisme. Mais là, vraiment, d'être en lien avec des organisations culturelles, de constater aussi la réalité de ce secteur d'activité-là qui comporte de très nombreux défis, mais qui peut être tellement beau, tellement effervescent, qui peut nous faire vivre de grandes émotions aussi. Ça a été vraiment super. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, parce que moi, j'étais seule dans mon entreprise, ayant 3 enfants à la maison, je ne nourrissais pas tant le souhait d'avoir des employés à court terme. J'ai trouvé je me suis trouvée seule, en fait, dans mes succès puis dans mes insuccès. Puis ça, j'ai trouvé ça un peu plus difficile parce que je suis une grande sociable. J'ai besoin de monde. C'est ça. Donc, mais ça a été une aventure tellement inspirante. Puis les conclusions ou les leçons tirées vont me suivre pour le reste de mes jours. Là. C'est une grande école. Ouais. Puis tu continues, comme tu disais, là, de prendre quelques contrats directement toi-même à l'occasion. Oui, exact. C'est quoi les tâches au quotidien? Là? Comment on fait ce job-là à l'année? Hein? On fait quoi? On se lève le matin, on prend notre café, puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, les communications, là, ça peut être un melting pot. Excusez-moi l'anglicisme, là, mais rapidement, tout devient communication, surtout dans l'ère dans laquelle on vit, où dans chaque déplacement qu'on fait, même dans notre voiture, il y a de la communication, on va dans les magasins, on est sur Internet, tout est communication. On se déplace avec une voiture de compagnie, on est en communication. Exactement. Tout le temps. Fait que des fois, il faut comme un peu, puis il y a les communications internes au niveau des organisations aussi qui s'ajoutent. Fait qu'il faut rapidement, je pense, baliser, comme employé en communication, surtout, là, qu'est-ce qui nous revient, qu'est-ce qui est peut-être à un autre collègue, mais où les communications peuvent être en soutien parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout porter. Puis pour moi, il y a 2 façons de faire. Il y a l'occasion, l'événement qui vient à nous pour lequel il faut communiquer, mais il faut aussi être stratège et créer ces occasions-là. Et là, à ce moment-là, c'est nous qui allons vers les collègues ou vers les partenaires pour dire « Hey, je pense qu'il faudrait organiser, telle opportunité et la transformer. » Puis au final, il faut raconter une histoire. Peu importe le sujet, il faut savoir raconter l'histoire. Puis l'humain est toujours au cœur de ces communications-là. Il y a un événement qui arrive, mais derrière cet événement-là, il y a un humain. Il y a un lancement de produit.
bien, derrière ces produits-là, ce produit-là, il y a un humain, il y a une histoire sur le créatif, la création, l'idéation qu'il faut raconter. Les C'est médias, vrai c'est ce qu'il y a à que voir. l'histoire va avoir beaucoup plus de valeur si on connaît ou on comprend l'humain en arrière du produit. Exactement, ça change tout. Puis moi, je le dis souvent, dans une gestion, par exemple, l'aspect des médias sociaux, qui en soi est devenu une expertise à part entière. Là, il y a des entreprises qui embauchent une personne gestionnaire de communauté qui va faire que ça de ses journées et qui va être, ma foi, très occupée. Oui. Mais on le voit, quand on fait du contenu sur les médias sociaux, dès qu'il y a un capital humain à travers ce qu'on raconte, bien, l'effet est décuplé. Il y a plus de likes, il y a plus de commentaires, il y a plus de partages. Donc, c'est de se dire que dans l'ère numérique dans laquelle on vit, bien, la relation humaine est encore cruciale, là, à toute sa place. Tu m'amènes sur le sujet du numérique, le fameux Facebook, le fameux Meta. Oui. Ça a tellement évolué. Oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore un outil essentiel pour toi, pour ton travail? Les réseaux sociaux en général? Malheureusement, oui. OK. Ben moi, je sais pas. Moi, je sens une fatigue quand même généralisée par rapport aux médias sociaux. Après, je pense qu'on a notre responsabilité individuelle sur comment on le gère. Faut même se faire, à la limite, une stratégie personnelle parfois de comment on veut gérer notre plateforme. Ça va jusque-là. Mais oui, mais pour moi, c'est un outil parmi tant d'autres. Encore plus aujourd'hui où, tu sais, si on recule, il y a 20 ans, il y avait 4 chaînes de télé, grand public, il y avait 3-4 stations de radio incontournables, 2 journaux imprimés, tu sais. C'était assez campé, tu sais, par où il fallait aller pour communiquer. Maintenant, il y a les médias sociaux, il y a le web en général, il y a les moteurs de recherche, il y a l'infolettre, il y a la visibilité plus traditionnelle d'affichage qui existe. La publicité dans les médias existe encore pour ceux qui restent d'imprimés. Sinon, on est en numérique. Mais fait que moi, je pense que c'est une stratégie vraiment intégrée qu'il faut réfléchir pour s'assurer de rejoindre notre cible, en fait. Et oui, il y a beaucoup de monde sur les médias sociaux, mais l'algorithme rend la vie des publicitaires très, très, très difficile. Donc, il faut réfléchir. Puis c'est là que raconter une histoire pour se rendre à ton public cible exactement, plus facilement. Ça reprend encore sa place. Là. Okay. Puis si on revient au niveau des tâches, oui on raconte l'histoire, oui, on fait ça. Un coup que cette histoire-là est faite, il se passe quoi dans ton quotidien? Il se passe quoi au quotidien? On répond au courriel? Oui, on répond à des demandes d'entrevue qu'on reçoit des médias. Au niveau de la culture, bien souvent, notre rôle en communication, c'est de mettre en valeur l'organisation pour laquelle on travaille, mais souvent les artistes, les humains, si on pense aux grandes fêtes TELUS, par exemple. Donc, il y a souvent une petite coordination au niveau des demandes d'entrevue qui sont à faire avec les agences d'artistes et les médias. On est toujours impliqué au niveau des communications dans la rédaction de communiqués de presse, ça va de soi. Suivi aux entrevues, revues de presse, il faut compiler aussi ces résultats-là de nos efforts. Pour les gens en communication, c'est un résultat tangible du travail qu'on fait au quotidien. Après ça, on peut être interpellé à réviser différents contenus. Souvent, il y a de la mise à jour de sites web à réfléchir aussi. Personnellement, j'en ai parlé tout à l'heure, l'infolette, pour moi, c'est un outil qu'il faut vraiment considérer à condition d'avoir une belle stratégie derrière, mais qui peut être un outil très, très, très puissant pour rejoindre les gens là où ils sont dans leur boîte courriel. C'est l'équivalent du publipostage, mais en version numérique. C'est ça. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a plus de désabonnements d'infolettes ou d'abonnements? Parce qu'on a l'impression que des fois, là, on en reçoit des tonnes. Est-ce que les gens continuent à le consulter? Absolument, absolument. Moi, je regarde les comptes pour lesquels je travaille. Les taux d'ouverture sont au-dessus de la moyenne, mais tu sais, tout est à réfléchir sur la fréquence, justement pour ne pas tanner notre public, s'assurer d'avoir toujours un contenu pertinent à livrer qui va intéresser aussi son public. Puis quand ces résultats sont là, c'est juste merveilleux. Là. Tu le disais, on en a parlé en ouverture, les relations avec l'humain, c'est la chose la plus importante. J'imagine que dans ce travail-là, tu as bâti différentes relations, des gens que tu revois année après année ou 10 ans après, vous réinvitez un artiste, puis là, c'est la même équipe. Et il y a des choses qui sont précieuses dans tout ça, dans ces relations-là, j'imagine.
Absolument, absolument. Oui, on vit des aventures humaines incroyables. Il y en a pour lesquelles, c'est sûr que quand je pense à des artistes d'envergure un peu plus internationale, ben, ils apprécient beaucoup leur venue ici à Rimouski. Ouais. Après, on sait qu'ils repartent vers d'autres ailleurs C'est différents. ça, ouais. Là où ça devient vraiment intéressant, moi, je trouve, c'est au niveau des artistes québécois, où là, on est du même lieu à toute fin pratique. Ah oui. Là, donc, il y a vraiment des liens qui se créent, qui sont vraiment chouettes. Tu sais, je pense, entre autres, pour ne pas le nommer, au groupe Bleu Jeans Bleu, qui est venu aux Grandes Fêtes l'année passée, mais qui est venu à la Coupe Mémoriale cette année, dans le quartier général des champions. Ben, tu sais, il y avait comme un lien, il y avait quelque chose de placé qui nous a même facilité le travail là, pendant la Coupe, parce qu'on avait initié quelque chose aux Grandes Fêtes. Là. Tu m'amènes sur les différents événements que tu couvres. C'est quoi les différences majeures entre couvrir la Coupe Mémoriale, qui est, entre guillemets, un événement sportif à la base? Oui, il y a un peu de culturel dans ça. Puis après ça, bien, les Grandes Fêtes, qui est 100% culturel, t'en couvres d'autres. Je ne saurais tous les nommer, mais c'est quoi les différences majeures dans la façon de travailler, peut-être? C'est sûr que pour moi, la Coupe Mémoriale, c'est un événement à part qui se classerait peut-être proche des Jeux du Québec, mais je n'ai pas été impliquée dans cette bulle-là des Jeux, fait que je saurais moins dire. Mais oui, effectivement, c'est vraiment un événement sportif, puis c'est un événement de 10 jours. Donc, c'était quand même une stratégie complètement différente. Tu sais, à la Coupe Mémoriale, à chaque jour, on publiait un communiqué. On avait des filons d'histoire, on a fait des mises en relation avec des bénévoles, on a recherché publiquement les plus grands fans de la Coupe Mémoriale, pour amener l'aspect humain. On est encore là, on y revient tout le temps. Les Grandes Fêtes, bien là, l'histoire se brode beaucoup autour des artistes, des thématiques musicales qu'on veut créer. Et là, on a toujours à cœur de faire venir des artistes locaux. En faire connaître des nouveaux, puis en amener des plus établis aussi. Fait qu'il y a toute cette trame-là là, qui est différente, puis c'est un événement de 4 jours. Fait que c'est tout en intensité. On ne dort pas beaucoup, mais ça dure 4 jours. C'est ça, on se reprend après. C'est ça. Je t'amène sur le terrain des Grandes Fêtes. Tu as tes projets bonbons, c'est mon projet bonbon, je m'en cache pas. C'est quoi j'ai envie de t'entendre sur des anecdotes des Grandes Fêtes, des choses qui t'ont marqué dans les dernières années. Ça fait combien d'années? C'était ma 5e cette année. Cinquième année, oui, exactement. Premièrement, j'oserais dire que c'est quand même incroyable d'avoir un événement de cette envergure-là ici à Rimouski. C'est une ville de 50 000 habitants qui a autant accueilli du Black Eyed Peas, Bryan Adams, Florida, Chainsmokers que nos artistes locaux. Je pense à Julie Hull que j'aime beaucoup, Approche Chromatique. On en avait Julep qui est venu cet été aussi. Donc, c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir jouer dans tout cet éventail-là, cette offre musicale-là, artistique-là, vraiment. Au niveau des anecdotes, je pense que une qui fait encore parler beaucoup aujourd'hui. J'étais pas avec l'organisation à ce moment-là, mais c'est évidemment la venue de Pitbull. Mon Dieu, qui a eu de la misère avec ses douanes à Terre-Neuve. C'est surréel. Puis de se dire qu'une organisation, somme toute petite, comme les Grandes Fêtes TELUS, là, puis Pitbull, ça commence à faire quelques années. Là. Ça fait au moins 6 ans, je pense. Là. 5-6 ans. 5-6 ans. Fait que, on n'avait même pas le même élan qu'on a aujourd'hui. C'était juste avant la pandémie, en fait. Donc, on veut plus dire ce mot-là. Non, avant le fameux virus. C'est ça. Avant 2020. C'est ça. Mais tu sais, sinon, au niveau anecdote, c'est sûr que des fois, on a des demandes plutôt inusitées d'artistes. On ne peut pas les nommer, c'est sûr, mais on a déjà eu un artiste, par exemple, qui voulait un bol de Smarties, mais qui ne voulait que les rouges. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Oui. Ou parfois, on a des demandes, les gens viennent à Rimouski, c'est le bas du fleuve, c'est la richesse de la mer. Donc, des fois, des demandes au niveau fruits de mer, d'avoir des belles platées. On sait qu'on a, mais on ne trouve pas tout non plus. Il faut le savoir d'avance. Sinon, c'est sûr que le festival se termine le dimanche. Donc, ça arrive que le dimanche soir, les artistes qui font la clôture de l'événement ont envie de sortir. Mais là, c'est Rimouski. Donc, ça nous est déjà arrivé d'appeler des propriétaires de bars pour dire « Hey, l'équipe de tel artiste débarquerait. » Mais tu sais, ils vont arriver vers minuit. Normalement, tu es fermé. Accepterais-tu de rester ouvert? Donc, oui, on a toujours une belle collaboration. Des entreprises locales là, qui sont au final heureuses de pouvoir contribuer. Là.
Si je te demande, je sais que ça va être une question très dure, là. Un coup de cœur des grandes fêtes, ton artiste coup de cœur, tu dis ça, là. Je sais pas si je vais revivre un coup de cœur comme ça, tu sais. Ben moi, mes coups de cœur, je l'ai un peu dit tout à l'heure sans le dire, là, mais c'est vraiment au niveau de nos artistes québécois. C'est Ouais. drôle, pareil, hein? Tu sais, on se dit, hey, on Mhm. est en lien avec des artistes de partout dans le monde, des grands noms de la musique populaire. Mais moi, mes coups de cœur restent des liens avec les artistes québécois. Cette année, énorme coup de cœur pour Matt Lang. Je n'étais pas une auditrice de musique country tant que ça. Ouais. Et j'avoue qu'après cette rencontre-là, mes enfants sont plus capables. Là. Ça tourne encore dans mon auto à plein régime. Tu sais. Mais sur le plan humain, un artiste quand même d'une grande envergure qui va bien aux États-Unis d'ailleurs, tu sais, mais qui est accessible, intéressé par son public aussi beaucoup. Ça, j'ai trouvé ça très, très, très beau. Sinon, Bleu Jeans Bleu qui est venu l'année passée aussi, même coup de cœur. Des gens comme toi et moi à qui on parle, c'est tout juste, on ne s'est pas ouvert une bière. Là, oui, c'est ça. Ouais, on a exactement. un petit verre d'eau, là, ouais, mais en arrière-scène, c'est pas ça qu'ils boivent. Oui, c'est ça. Puis, mais sinon, sur le plan de la prestation artistique, Lost Frequency, c'est très gentil. Ah, oui. Très, très, très gentil. Moi, c'est sûr qu'une de mes prestations chouchou aux grandes fêtes, ça va rester les Chainsmokers, mais c'est par intérêt personnel, je crois. Puis aussi pour l'envergure de la prestation, je les ai trouvés très généreux avec le public, mais aussi de mon point de vue de relationniste, très généreux avec les médias, où on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. On n'avait pas tant de restrictions. L'équipe des coms des grandes fêtes pouvait monter sur la scène. Ils leur donnaient tout un show, tu sais. Ça a été vraiment... J'ai trouvé que c'était des artistes actuels, tu sais, qui considéraient tout l'aspect numérique qui existe maintenant, auquel ils doivent profiter. T'sais, donc, plus ils en donnent au public, plus ils en donnent aux équipes de com, bien, meilleur le retour est. Ça, ils l'ont compris. C'est sûr, oui. Ouais. Il y en a qui le comprennent moins. Il y en a des plus traditionnels, je dirais, dans leur approche. Oui, c'est ça. On n'aimera pas personne. Non, c'est ça. Mais parce que l'aspect aussi aux grandes fêtes, c'est d'accompagner cette équipe de médias-là, de donner les balises de chacun des artistes. Oui. Ça, généralement, ça se passe quand même bien, mais y a-tu sans nommer de nom, évidemment, là, mais y a-tu des moments où tu te dis, ouais, il y en a qui sont plus tough, puis faut négocier plus serré, puis il y en a qui ne dérogent pas de leur truc aussi, des fois? Absolument. Ben, j'oserais dire, je ne le nommerai pas non plus, mais il y a un groupe que j'aimais beaucoup, que j'ai un peu moins aimé sur son passage aux grandes fêtes, parce qu'ils nous ont donné beaucoup de troubles. Mais ce qu'on voit beaucoup dans les conditions, disons, parce qu'on amène toujours les médias dans un accès privilégié à la scène pour la prise d'image et tout ça. Oui. Tu sais, souvent, ils vont nous dire, ben les 3 premières chansons, parce qu'on ne peut pas rester à l'avant de la scène, c'est une zone de travail pour la technique et tout ça. Mais on a déjà vu des artistes exiger un seul côté de prise d'image pour vraiment avoir un seul côté du visage de l'artiste principal. On a déjà vu des artistes carrément refuser l'accès aux médias aussi en avant-scène là, pour différentes considérations. Fait que, tu sais, il faut naviguer là-dedans. Puis nous, de notre côté, à nous, au niveau des grandes fêtes, on a un rôle aussi de créer des images, de faire de la promotion. On sort une vidéo récapitulative à tous les lendemains matins. Ben, c'est ça, cet aspect-là doit être plus difficile. Tu dis, OK, les médias, c'est une chose, mais là, moi, je te paye pour venir faire un spectacle chez nous. J'aimerais ça avoir quelques images puis quelques trucs pour... Oui, bien, pour faire de la promo, tu sais. Oui. Exactement. Puis ça, des fois, c'est l'aspect qui est difficile, surtout avec les agences internationales qui mettent tout le monde dans le même panier. Tu sais, les médias, l'équipe Grande Fête, ils ne comprennent pas toujours la distinction. Fait qu'au fil du temps, moi, ce que j'ai fait, puis ils ne nous connaissent pas. Tu sais, ils arrivent de Los Angeles, ils arrivent de Miami, les Grandes Fêtes à Rimouski. Il y aurait de la misère parfois à dire c'est où sur la carte, là, on va se le dire. Ils en font tellement, ils en font tellement. Donc, c'est de leur montrer aussi la qualité du travail qu'on fait, qui fait de plus en plus ses preuves. Tu sais, je me souviens d'un artiste avec lequel j'avais beaucoup de misère au niveau de notre équipe. Et nous, puis là, je me disais, je ne peux pas croire que cet artiste-là va venir à Rimouski puis qu'on ne pourra rien produire. Tu sais, c'est impossible. Alors là, je me suis mis à lui montrer le portfolio de ce qu'on avait fait. Tu sais, avec Experia Productions qui est à Rivière-du-Loup, avec Yveton, notre photographe de Folio Photo. Donc, je leur ai montré comment on travaillait puis les résultats qu'on livrait, à quel point c'était professionnel. Tu sais, en disant, là, je comprends qu'on ait pour toi un petit festival, mais on sait travailler. Tu sais. Puis une fois que ça s'est fait, ben là, ils disent, ah ben là, ben oui.
Ben oui, vas-y. Ben Fais ce oui. que tu veux. Puis est-ce que je peux avoir le contenu ou est-ce que je peux le repartager dans mes médias après? Ah, c'est ça. Là, on change. On change tout le discours. Mais il faut montrer ce qu'on fait pour créer le lien de confiance aussi. Là, on a parlé évidemment des grandes fêtes amplement. On a parlé de, mon Dieu, de Coupe mémoriale. Oui. Quel autre événement, dans quel autre événement tu as travaillé un peu, là, parce qu'on te voit vraiment partout. Moi, chaque fois qu'il y a un événement, Marie-Pierre est là. Tu sais. Mais j'ai travaillé dans des plus petits événements, entre autres avec la chorégraphe de Trois Pistoles, Soraïda Caron, qui a créé un bel événement là, qui a fait relâche depuis 2 ans, mais qui s'appelle le Marathon de la création, qui a lieu en plein cœur du village de Trois Pistoles. C'était un super bel événement, mais d'une toute autre envergure, plus relié au domaine de la danse aussi. Oui. Donc, c'est un autre univers là, que j'ai exploré. Sinon, j'ai aussi beaucoup travaillé avec le Théâtre du Bic, plus près de chez nous. Donc, tout l'aspect de réouverture des installations, parce que le théâtre a été fermé pour des rénovations majeures. Donc, quand ils ont réouvert, il y avait un parcours déambulatoire, il y avait plein d'activités là, qui se brodaient autour de ça. Donc, j'ai aussi là, participé à ça, là, entre autres choses. Là. OK. Au Théâtre du Bic, parle-moi de ton expérience. Tu étais là combien de temps? En tout et partout, j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans. J'ai fait une année vraiment au niveau des communications. Puis après, j'ai intégré l'équipe artistique pendant presque une année avec Marie-Hélène Gendreau, qui est la directrice artistique. Donc, j'ai touché un peu à tout au final. J'ai touché à, une fois que la programmation artistique est faite, bien, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on la déploie? Comment on en fait la promotion? Puis l'année d'ensuite, j'ai travaillé de l'autre côté de la clôture, à préparer ce petit bijou-là de programmation, accueillir les artistes en résidence et tout et tout. Mais pour vrai, le Théâtre du Bic, c'est un bijou fabuleux qu'on a ici à Rimouski, dans le Grand Rimouski, qui mérite d'être connu encore plus de la population, là, vraiment. Et là, tu me parlais aussi de la ruche. Oui. Tu travailles maintenant à la ruche. Oui. Qu'est-ce que c'est la ruche pour les gens qui ne savent pas c'est quoi? Oui. Bien, la ruche, c'est un outil incroyable pour financer des projets grâce au soutien financier de la communauté. Le sociofinancement, dans le fond, parce que c'est ce qu'on fait du sociofinancement à la ruche, c'est un concept d'échange. Donc, l'organisme qui porte un projet doit offrir ce qu'on appelle des contreparties ou des offres exclusives. Ça pourrait être la prévente de billets de spectacle, ça pourrait être un simple remerciement sur Facebook, ça pourrait être un événement VIP, une préouverture, un pré-lancement, en échange d'un montant d'argent. Donc, les gens, la communauté font « Ah, ben moi, j'ai envie de ça, j'achète ça et par le billet, je soutiens le projet ». Et le fil conducteur de tout ça, c'est que mine de rien, sur la ruche, plus ou moins 30% des projets qui sont proposés en sociofinancement sont des projets du milieu culturel. Donc là, okay. il y a quand même de la place. Puis c'est sûr que pour moi, ce qui m'intéresse dans ce défi-là, bien, c'est d'aider des organismes, des entreprises à réaliser des projets, mais qui sont des projets d'envergure souvent locale, donc qui redonnent à la communauté. Puis, je suis encore dans un environnement de communication où je tisse des liens avec des partenaires, je tisse des liens avec des porteurs de projets, puis on est tous ensemble pour que les projets fonctionnent. Donc, j'imagine que là, tes aptitudes de communication sont quand même très variables à la ruche parce que tu t'adaptes à chacun des projets, comment on le promouvoit. Oui. C'est un défi à tous les jours, ça? Absolument, absolument. Puis de mettre parfois en relation des projets avec d'autres organisations qui ne se connaissent pas pour créer un effet de levier ensemble puis faire en sorte là, que ça fonctionne. Puis là, je suis maintenant directrice du développement pour tout l'Est du Québec. Donc, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles et la Côte-Nord de l'autre côté du fleuve. Oh, quand même! Fait que c'est un grand territoire. Il y a différents types de clientèle selon le territoire. Oui. C'est un grand terrain de jeu. Oui, hein, c'est ça. On se creuse la tête pas mal. Mais comme j'aime ça me promener, hein, on se l'est dit au début, j'aime ça voyager, je retrouve cet aspect-là, puis je rencontre plein de gens de différents milieux, puis c'est vraiment fascinant. Dirais-tu que j'ai envie de te demander la différence entre les communications ici, mettons, au Bas-Saint-Laurent, on va prendre le Bas-Saint-Laurent, versus les communications culturelles dans les grandes villes, Montréal, Québec, tout ça. Irais-tu travailler pour des communications en grande ville? Non. Okay. C'est clair, hein? Oui. Non, puis je l'ai quand même vécu au fil de mon expérience. Je trouve tellement que c'est riche de pouvoir travailler dans des communautés de plus petite taille, tu sais, même comme Rimouski, qui est quand même une ville
de belle taille, là, Ben tu sais. oui. Mais les liens qu'on tisse avec le milieu médiatique sont différents. Ça fait qu'on peut être plus proactif. Moi, ça m'est arrivé de prendre le téléphone, de dire Hey, tu sais, on a ce petit projet-là, je travaille pour ce projet-là, il y aurait besoin d'un petit peu d'élan. Penses-tu qu'on pourrait faire une entrevue? Mhm. Penses-tu qu'on pourrait faire quelque chose? Tu sais, puis il y a toujours une très, très grande ouverture des médias régionaux. Puis ça, c'est précieux, vraiment précieux. Ce qu'on retrouve un peu moins dans les grands centres, là, parce qu'il y a tellement d'offres, il y a tellement d'opportunités. Tisser des liens, c'est vraiment plus... Puis il y a beaucoup de roulements dans les médias, dans les grands centres. Donc, tisser des liens, c'est quand même plus volatile, je dirais. Alors qu'ici, c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps. On est habitué de travailler ensemble. On sait où se trouver, puis on collabore. Oui. Au travers les années, ça fait plusieurs années que tu es dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens de ces dernières années-là? Ben pour moi, ce qui me guide beaucoup dans mon travail, c'est l'authenticité. D'être transparent, de se dire les choses de la bonne façon, telles qu'elles sont, mais je trouve que c'est comme ça qu'on tisse des liens de confiance. Puis moi, ça m'est déjà arrivé de dire à un média qui m'appelait pour des questions très précises, je vais, tu sais, ça, je peux pas t'en parler maintenant. Je vais t'en parler plus tard, mais là, je te demanderais d'attendre avant de faire quelque chose, parce qu'on n'est pas prêt à sortir. Puis il y a toujours un grand respect mutuel. Les médias comprennent c'est quoi notre travail, c'est quoi notre rôle, et nous, on comprend aussi la réalité des médias. Fait que des fois, on est comme « Ah, je sais que tu aimerais ça le sortir, mais peux-tu attendre, juste un petit peu, puis je te promets que je vais te revenir quand on va être prêt. » Fait que c'est comme ça qu'on tisse une confiance mutuelle puis qu'on peut travailler ensemble de la bonne façon. Pour le futur, oui. Qu'est-ce que tu souhaites pour la suite? Y a-t-il des projets à venir? Où on s'en va? Bien, c'est une bonne question. Bien, c'est sûr que là, tu sais, moi, je suis à la ruche, j'ai mes projets bonbons à côté, les grandes fêtes. Bien là, on a les yeux rivés sur l'édition 2026 qui va être le 20e, donc qui devrait être quand même bien spécial, autant pour nous que pour le public. Puis, tu sais, je reste proche, on n'en a pas parlé, mais j'ai travaillé beaucoup avec le musée de Rimouski aussi depuis quelques années. Fait que, tu sais, c'est des organismes avec lesquels je ne suis pas en lien régulièrement, mais ils savent où me trouver quand il y a des besoins. Puis j'espère que ça va continuer. Tu sais, moi, j'ai besoin de mouvement dans ma vie professionnelle. Fait que, tu sais, d'avoir la ruche puis d'avoir des projets à côté, c'est un mix qui me convient là, vraiment bien. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour la suite? Du plaisir. Du plaisir. Du plaisir. Marie-Pierre, merci. Je te souhaite beaucoup de plaisir pour la suite. Merci beaucoup de cette belle discussion-là. J'espère que vous avez appris un petit peu plus comment ça fonctionne derrière l'humain artistique. Et merci d'avoir été là. Puis je vous invite à rester à l'écoute parce qu'il y aura d'autres épisodes à suivre. Merci. À bientôt. La culture pour apporter en prolongation. C'est ça. Flow 96.5